Voilà que l'Evada, l'Institut de sondage, nous délivre sa toute dernière livraison d'enquête pour le mois de février. C'est aujourd'hui même que le chiffre est sorti. On va la découvrir en détail. Et pourquoi on parle d'énigme? Parce que le moins qu'on puisse dire, et vous le savez si vous nous suivez régulièrement, c'est que cette guerre russe n'est pas une réussite. Bien sûr, tout le monde est focalisé sur ce petit morceau de front de Bakhmout. C'était une bourgade de 80 000 personnes qui en compte 10 ou 20 fois moins aujourd'hui et dont l'issue ne fait guère de doute dans les prochains jours. On le dit depuis des semaines, mais ça va finir par arriver. Mais si on élargit la focale, oui, cette opération russe est un échec. Et les Russes le sentent sans doute. Et pourtant, le culte du chef reste intact. Le culte du chef reste intact, c'est ce que dévoile, c'est ce que révèle cette dernière enquête de l'Evada. Et vous allez entendre, vous allez lire les explications d'un politologue de renom russe qui, lui, d'une certaine manière, arrive à mettre des mots sur ce soutien, arrive à formuler ce que nous n'arrivons pas à formuler, ce que nous sentons peut-être, mais sans pouvoir exactement le dire. Eh bien, lui le dit. On va d'abord découvrir tout ça et puis on va en parler. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, que dévoilent précisément ces dernières enquêtes sur l'opinion russe? Bien, d'un mot, rappelons, vous venez de le dire, que ces sondages émanent du très sérieux institut Levada. On l'a déjà dit ici, il est réputé pour son indépendance vis-à-vis du Kremlin et il est considéré aujourd'hui par les observateurs comme le dernier institut qui donne encore à peu près une idée fiable de l'opinion russe. Et voici le chiffre que tout le monde retiendra. 83%. 83% des Russes approuvent et soutiennent le président Vladimir Poutine. Si on regarde la courbe, depuis un an, on voit qu'on atteint même les niveaux les plus hauts, aussi haut, regardez, que dans les premiers mois de la guerre, en mars ou en avril dernier. Deuxième question posée par l'Evada, la Russie va-t-elle, selon vous, dans la bonne ou la mauvaise direction? Eh bien, 68%, plus des 2/3 des Russes, estiment que la Russie est sur la bonne voie. Et là aussi, si on regarde l'évolution sur l'année qui vient de s'écouler, on retrouve les plus hauts niveaux, comme en mars, comme en avril, comme dans les premières semaines du conflit. Autrement dit, ni les dizaines de milliers de morts de ces dernières semaines, ni les gains très limités à ce jour de la contre-offensive russe, ni les divisions au sein des forces armées russes, rien de tout cela, David, n'ébranle le soutien des Russes ni à Poutine, ni à la guerre en Ukraine. Alors on peut toujours s'interroger sur des sondages dans une société comme la société russe. Est-ce que les gens hésitent à répondre? Est-ce qu'ils sont frileux? Qu'en disent ceux qui connaissent bien cette société russe et cette pratique des sondages là-bas? Eh bien pour eux, ces chiffres sont tout à fait crédibles. Les Russes ont-ils peur de répondre? Oui, sans doute. Vera Grantseva explique par exemple dans La République du Centre, en avril 2022, un institut indépendant russe a fait un sondage en appelant 32 000 personnes. 29 000 ont raccroché quand elles ont entendu les termes d'opération spéciale. Mais, pour autant, dit-elle, ce qu'elle constate, ce qu'elle perçoit parmi ses cercles proches qui sont restés en Russie, c'est que l'adhésion pure et simple à la guerre représente 10% de la population russe, l'opposition active ou passive, 10% aussi, et le reste du pays, dit-elle, ce sont des conformistes qui n'ont pas leur propre opinion, mais préfèrent s'aligner sur la position du gouvernement. Bon, alors c'est en ça que ça peut être considéré comme une énigme. Je précise que Vera Grantseva sera avec nous dans quelques instants. Rappelons qu'elle habitait la Russie il y a encore 1 an et demi ou 2 ans. Elle vient de quitter le pays, donc elle a évidemment beaucoup de connexions là-bas, et puis elle sent cette société russe comme aucun d'entre nous ne peut la sentir. Mais c'est en ça donc que ça peut être considéré comme une énigme. Comment expliquer cette forme de passivité ? Bien, sur ce point, le politologue russe Sergueï Medvedev donne 2 raisons, cette fois dans le Figaro. Alors, d'un mot, lui, c'est un historien, politologue de renom, il est spécialiste de la période post-soviétique, il a enseigné en Allemagne, en Finlande, en Italie, à Moscou, et aujourd'hui, il est exilé et enseigne à l'université Charles de Prague et à l'université libre de Riga. Et voici donc ce qu'il dit dans le Figaro. Le fatalisme est un élément clé de notre psyché. La Russie, dit-il, est un pays absolument immobile à la manière bouddhiste. Et le premier objet de ce fatalisme, eh bien, c'est le rapport des Russes à la mort. C'est affreux à dire, mais je pense, dit-il, que la Russie peut accepter même 1 million de morts
Et il donne un exemple, 1 million de personnes y sont mortes du Covid et rien, dit-il. Aujourd'hui, il poursuit, les cercueils arrivent et les veuves russes remercient le pouvoir car on leur donne de l'argent ou des fourrures. Chacun d'ailleurs se souvient de cette image, ces mères de soldats morts en Ukraine, soldats russes morts en Ukraine à Makivka, qui, regardez, posent fièrement avec les grands manteaux de fourrure que l'on vient de leur remettre. Image évidemment complaisamment relayée par la propagande russe. D'ailleurs, dit Sergueï Medvedev, toujours à propos du rapport à la mort, la vie, ce sont ces mots, a été totalement dévaluée en Russie. Si vous regardez les statistiques, vous verrez que le peuple russe meurt d'alcoolisme, d'accidents, de rixes alcoolisés, sous la pelle du voisin. La moitié des Russes, poursuit-il, ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Ce qui est formidable, c'est la liberté de parole de ce politologue qui parle comme on parlerait dans une conversation à Laure Mandeville, puisque c'est elle qui réalise cette interview dans le Figaro. Donc, Fanny, l'oppression politique, la chape de plomb qui s'est abattue ces dernières années ne jouerait aucun rôle dans cette complaisance de l'opinion ? Si, mais au-delà même de la question des libertés, pour Sergueï Medvedev, c'est le repli sur soi qui joue un rôle clé. Le projet Poutine, basé sur le ressentiment, a reçu un statut de politique officiel, dit-il. Pendant 20 ans, l'équipe au pouvoir n'a cessé de répéter que la Russie avait été humiliée, qu'elle devait se relever en s'opposant au monde entier. Il dit encore, on a assisté à une déglobalisation de la Russie. La Russie poutinienne a recréé un énorme État léviathan qui a écrasé tous les bourgeons de démocratie. Résultat, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la guerre de Poutine et d'une élite rêvant de revanche. Oui, quelques dizaines de milliers de personnes ont protesté et près d'1 million sont partis. Mais c'est 1% de la population. En clair, c'est bien la guerre de l'ensemble de la population russe, par fatalisme, par passivité, par bourrage de crâne. Mais oui, c'est bien sa guerre aussi, selon lui. Merci Fanny, c'est passionnant, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, il met des mots, il ne s'exclut pas de la société russe. Notre psyché, dit-il. Il parle de nous les Russes, voilà notre psychologie collective. Est-ce que vous êtes à peu près convaincu par cette explication, Pierre ? Moi alors je suis vraiment moins bon spécialiste que Sylvie, mais j'ai lu cette interview qui fait une page dans le Figaro qui est absolument passionnante et je recommande ceux qui nous regardent d'aller la lire parce qu'elle est extrêmement intéressante et détaillée. Et il y a une convergence totale entre ce qu'il dit, ce que disait Anna Politkovskaya, qui démontait la façon dont Poutine était parvenu à véritablement prendre un peu le contrôle de l'espace public, de l'esprit public de la Fédération de Russie. Ce que dit aussi Mikhail Khodorkovsky, donc l'ancien oligarque mis en prison qui était parti. Vous avez une convergence autour de ça. Et ils disent aussi, malheureusement, cette capacité à dominer l'espace mental russe est aussi un héritage de l'époque tsariste, où il y avait déjà cette dimension. Rappelons que le servage a été aboli très tardivement au milieu du 19e siècle en Russie. La Russie a été longtemps considérée par les autres pays européens comme un pays très en retard, avec un système de domination de l'aristocratie. Mais c'est vieux, pardon, on vous dira c'est vieux. Oui, Pierre, mais après c'est passé au système soviétique et stalinien, et donc ça n'a pas changé. Juste un témoignage personnel. Je suis allé pour la première fois en URSS en 1986 pour faire un reportage clandestin, pour rencontrer ce qu'on appelait des refusniki, c'est-à-dire notamment des citoyens russes, le plus souvent juifs, à qui l'État refusait un visa d'émigration pour Israël et qui se retrouvaient relégués. Il y avait un comité, le comité des 15, le député maire de Versailles, Étienne Pinte, qui était très actif, et donc des journalistes sous couvert de visa touristique, allaient à la rencontre de ces refusniki. Quand je vais dans des pays que je ne connais pas, c'est la première fois que j'allais en URSS, je regarde la télévision. Je fais pas que ça, mais je regarde notamment la télévision, même si je ne parle pas le russe, pour voir qu'est-ce qui se passe. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'était la surabondance de films sur la Deuxième Guerre mondiale et la guerre patriotique. Donc cet événement historique est tout à fait réel, toujours suivi derrière de reportages sur l'Ouest et sur les nazis américains. Déjà.
Oui, déjà. Dans toute la propagande soviétique, la transformation des leaders de l'Ouest en Hitler, dans les pancartes, dans les thématiques, c'est un très très vieux truc. Et donc derrière les grands films sur la victoire soviétique, vous aviez donc la dénonciation, on comprenait très bien que c'est la dénonciation des pays de l'Ouest, et aussi énormément de reportages sur les queues devant les magasins à l'Ouest, pour montrer à quel point ça ne marchait pas à l'Ouest, il y avait des difficultés économiques. Alors ça pouvait être des queues pour des soldes, il y avait énormément de monde, etc. Voilà. Et donc j'ai été très frappé de ça. Et donc vous avez une construction mentale, comment dirais-je, d'enfermement, et du fait qu'on est menacé par le reste du monde, qui a perduré, que Poutine n'a cessé de reconstruire depuis 20 ans, d'abord en se présentant en homme fort, protecteur justement de la Russie, la Tchétchénie, la Géorgie, etc. etc. Et là, le discours sur les néo-nazis, sur le génocide dans le Donbass, eh bien, malheureusement, apparemment, fonctionne sur une bonne partie de la population. Combien, quel pourcentage ? Bon, là c'est quand même compliqué de le savoir. Est-ce que vous êtes, Sylvie, surprise d'abord par ce chiffre aujourd'hui, après un an de guerre, après ces échecs, même s'ils sont masqués pour une grande partie de la population, et est-ce que, d'après ce que vous connaissez, ce que vous sentez de la société russe, vous vous retrouvez dans les explications de Sergueï Medvedev, le politologue ? Alors, surprise, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un an, on pensait que... enfin, il y a un an, un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, pardon, parce qu'au début, on pensait que ça ne se passerait pas comme ça sur le terrain. Mais une fois que la guerre s'est installée, on s'est dit, bon, quand il y aura des morts, la société va réagir comme elle l'a fait à l'époque de l'Afghanistan et en partie de la première guerre, en tout cas la première guerre de Tchétchénie. Vous vous rappelez, les comités de mères de soldats, etc. Oui. Ça ne s'est pas produit. Donc là, et Medvedev lui-même en est surpris. Alors, dans le graphique que vous avez montré tout à l'heure, il y a une petite baisse de popularité en septembre. Et c'est intéressant parce que septembre, c'est la contre-offensive ukrainienne. Enfin, c'est le début de la contre-offensive ukrainienne. C'est les premiers succès vraiment de l'armée ukrainienne. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet correspondant, mais je me souviens qu'en juin l'année dernière, donc la guerre durait déjà depuis 3-4 mois, j'avais parlé avec un des sociologues de l'Institut Levada qui, je dois dire, fait un travail remarquable dans des conditions très difficiles qu'on peut imaginer. Et on lui avait demandé qu'est-ce qui peut provoquer finalement la chute de Poutine, puisqu'on voyait que les Russes résistaient très bien à la détérioration des conditions économiques qui n'étaient pas énormes. Par ailleurs, on le voit bien maintenant que les sanctions ont été facilement surmontées, contournées de ce point de vue-là, du point de vue de la vie quotidienne des Russes en tout cas. Finalement, la seule chose qui peut provoquer vraiment un mouvement anti-Poutine, ça serait une défaite militaire. Voilà. Alors, cette petite baisse dans la courbe pourrait confirmer ça. Mais le discours de la propagande qui est écrasante, il faut vraiment le savoir. Enfin, c'est ce que décrit Pierre de la télévision soviétique, c'était rien à côté de ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision russe. Et bien sûr, il y a les systèmes VPN pour contourner le contrôle de l'Internet, à accéder à des sources d'informations libres, mais dans l'immense majorité du territoire russe, on ne le fait pas. On regarde Donc l'idée d'échec, elle n'existe pas, vous voulez dire, pour les Russes. Le discours officiel de Poutine s'est complètement transformé en... Nous ne sommes pas, c'est pas nous la nation agresseur, ce n'est pas la Russie agresseur, nous sommes la nation agressée. Et nous résistons. Par l'OTAN, par l'Occident, son discours de la semaine dernière, c'était totalement là-dessus. Et donc, nous, nation héroïque, nous résistons. À l'époque aussi que décrivait Pierre, quand vous atterrissiez à Moscou, en tout cas des vols intérieurs, mais probablement aussi des vols internationaux, là, il y avait un enregistrement dans l'avion qui vous disait « Bienvenue à Moscou, ville des héros ». Voilà, et c'est ça, c'était cette psychologie, non mais Sylvie, donc ce qui est important, c'est que l'idée d'échec militaire qu'on constate tous, quand la deuxième armée du monde, ou la soi-disant deuxième armée du monde, s'attaque à un pays 3 fois plus petit qu'elle, et qu'elle n'arrive pas
Oui, mais c'est au pas fond, avancé. Oui. Ça ne parvient pas aux oreilles des Russes. C'est pas le pays plus petit qu'elle, c'est tout l'Occident. C'est ça, qui attaque, tout l'Occident, et c'est eux qui la Russie. attaquent. Voilà. Et deuxième chose, sur la psychologie ou la soumission ou l'indifférence ou la capacité d'adaptation des Russes à l'autorité, il y a aussi un autre texte, parce que Medvedev, vous disiez, sa liberté de parole est remarquable. Il est exilé. Oui. Hein, donc maintenant, il peut parler librement. Alors, Le Monde a publié il y a quelques jours un autre texte très intéressant aussi d'un autre politiste russe, Andrei Kolesnikov, qui lui est resté à Moscou très courageusement, je dois dire, et qui traite aussi de c'est une tribune, c'est pas un entretien, c'est une tribune. Il traite aussi de ce sujet. Il essaye d'expliquer cette indifférence ou cette capacité d'adaptation, cette soumission très longue, qui remonte très loin des Russes. Et alors, il rappelle cette anecdote. Enfin, c'est une blague, en fait, qui courait à l'époque soviétique. C'était Brejnev qui rencontrait un dirigeant américain et qui lui disait, vous savez, jamais les soviétiques ne se rebelleront contre le communisme parce qu'ils sont comme ça, ils sont fatalistes. Ils sont fatalistes, ils acceptent tout. Et d'ailleurs, un jour, on va leur donner l'ordre. Si un jour on leur dit demain vous serez tous pendus, venez, vous allez tous être pendus, ils vont dire mais est-ce que la corde est fournie ou est-ce qu'on doit la porter? Et il dit regardez ce qui se passe avec la mobilisation. Les appelés ont dit, finalement, ils ont acheté leurs cordes. Ils ont dû acheter leur équipement, souvent, leurs gilets pare-balles, leurs uniformes. Ils ont râlé parfois. Même pas fournis. Ils ont râlé parfois, mais ils y sont allés. Voilà. Donc, c'est compliqué à comprendre pour nos sociétés libres, mais ça remonte à très loin. C'est comme vous disiez, l'époque tsariste, après l'époque staliniste. Après, il y a eu quand même 10 ans de liberté, après la chute de l'Union soviétique. Ça n'a pas suffi, c'était sans doute pas assez long, puis c'était très chaotique, c'était mal organisé. Et puis, Poutine, c'était quand même progressif. Enfin, les premières années, c'était pas tout à fait ça. Et puis après, effectivement, il a construit cet autoritarisme qui est maintenant un véritable totalitarisme. Enfin, on peut en parler de la manière dont des méthodes, etc. C'est de plus en plus fascinant, finalement. Alors, je donne la parole, Vincent et Jean-Claude, mais je voudrais d'abord poser quelques questions à Vera Grandseva. Bonsoir Vera, on vous connaît bien ici. Je rappelle que vous étiez en Russie il y a très peu de temps encore. Est-ce que ça veut dire clairement, selon vous, que cette guerre n'est pas seulement la guerre de Poutine, mais la guerre de tous les Russes en Ukraine? Ou c'est plus compliqué? Non, pas du tout même. C'est plus compliqué, c'est pas du tout la guerre de tous les Russes. Et je continue à répéter les mêmes analyses que je faisais depuis déjà un an par rapport au sondage officiel en Russie. Et même, en fait, les représentants de l'Institut de sondage de Levada, ils l'admettent, en fait, dans leurs interviews, qu'on peut pas approcher directement aux résultats des sondages pareils dans les régimes autoritaires où les gens ont peur de s'exprimer, où on a l'effet des loupes de ceux qui osent s'exprimer parce que soit ils soutiennent cette guerre, soit ils veulent exprimer quelques soutiens pour éviter les problèmes et pour se mettre du côté de celui qui paraît pour ce moment fort et qui paraît dangereux pour leur sécurité s'ils s'opposent à cette personne. C'est bien évidemment, c'est Poutine et c'est le régime actuel au Kremlin. Donc, pas du tout, je ne suis pas d'accord et je le répète tout le temps qu'on ne sait pas en fait l'opinion, le vrai état de l'opinion publique en Russie. On ne sait pas parce que sous les régimes autoritaires, vous dites vous-même que selon vous, il y a 10% d'opposants à cette guerre. Il y a 10% d'opposants à cette guerre, c'est ce que vous dites. Donc 90%, une partie petite, d'après ce que vous dites, soutient cette guerre et la plus grande partie laisse filer par passivité, parce qu'ils sont habitués à dire oui. Exactement, mais c'est pas égal au soutien à la guerre. Vous voyez la différence? C'est vrai. C'est vrai. Et il y a plusieurs raisons. En fait, je suis d'accord avec plusieurs idées de Sergei Medvedev, qui est vraiment un spécialiste très connu et très bien. Mais en même temps, je ne veux pas faire les généralisations comme ça du peuple, de le caractériser comme fataliste ou le peuple qui ne veut pas résister du tout. Au contraire, mon idée, c'est que les Russes ont vécu trop de
révolutions au cours du XXe siècle. Regardez, c'était 1904, 1905. Après 1917, après 10 ans de la guerre civile avec l'Union soviétique, parce que les Russes ont résisté, notamment les paysans, les villages, ont résisté 10 ans à l'Union soviétique. Et après, oui, ils ont vécu 4 générations sous le régime totalitaire. Ça a eu des effets. Donc, à mon avis, il y a 2 éléments clés. C'est pas le fatalisme du tout. Dans chaque peuple, il y a différents traits. Et le fatalisme, c'est quelque chose que les Russes ont dû accepter pour survivre le régime totalitaire de l'Union soviétique. Oui. Mais sinon, il y a tout d'abord la fatigue des grands bouleversements que le peuple russe a vécu au XXe siècle. Et après, effectivement, les effets de régime totalitaire sous lequel les Russes ont vécu pendant 4 générations. C'est assez unique, en fait. On a très peu d'exemples dans l'histoire, je veux dire contemporaine, quand les gens ont vécu tellement long son régime, tellement totalitaire comme c'était l'Union soviétique. Mais Vera, alors, je vous ramène à quelque chose de très concret. Est-ce que ça veut dire que vous n'excluez pas que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et si les Russes acquièrent le sentiment que cette guerre patine, que cette guerre ne fonctionne pas, vous n'excluez pas qu'il puisse se passer quelque chose du côté de la société civile russe, ou pas? Ça, pour l'instant, malheureusement, je ne vois pas que ça peut être possible, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que le peuple lui-même, ce qu'il veut, c'est le calme, qu'on ne le touche pas, qu'on le laisse tranquille, de vivre juste quelques décennies de la vie tranquille. Voilà, donc je ne crois pas que ça peut venir de la population. Même si petit à petit, effectivement, la population devient moins contente de tout ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, ces sondages, on peut les prendre qu'avec la prudence. Mais si vous allez lire ce que les Russes écrivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, qui est moins contrôlé, où les gens arrivent à s'exprimer, vous verrez très vite qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, dénoncent la guerre, qui ne veulent pas cette guerre. Mais bien sûr que de la critique sur Internet jusqu'à sortie dans les rues, il y a un énorme fossé. Et bien sûr, c'est un grand risque que les gens ne veulent pas prendre. Donc, je ne crois pas que dans les conditions d'aujourd'hui, où le régime est devenu répressif. C'est très différent de ce qu'était la Russie jusqu'à 24 février 2022. Maintenant, pour la manifestation contre la guerre, tu peux aller en prison jusqu'à 7 ans. Il y a un député municipal qui est envoyé en prison pour 7 ans pour la guerre. Voilà. Donc, Merci. Je crois que malheureusement, le peuple est trop fatigué, encore une fois, et il y a aussi les réflexes soviétiques qui font peur aux gens de changer quelque chose eux-mêmes. Donc, il faut une coïncidence des fractures dans les élites et de cette fatigue de cette guerre dans les sociétés russes pour qu'il y ait les changements politiques en Russie. Merci beaucoup Vera d'avoir été avec nous et à très bientôt sur ce plateau. Vincent, quand on évoque ces questions, moi, une des questions qu'on me pose régulièrement, c'est pourquoi dans un autre régime terrible, dictatorial, même si c'est une démocratie de façade, l'Iran, et on découvre quelques images, alors que des manifestants ont été condamnés à mort, eh bien, des femmes et des hommes continuent régulièrement à oser descendre dans la rue pour contester le régime et ses lois, alors qu'en Russie, ça ne se passe pas du tout. Est-ce que cette comparaison est valide ? Et moi, j'étais en Iran en 1999 lors d'un vaste mouvement contestataire et réprimé dans le sang estudiantin sur les campus. J'y étais en 2009, après la réélection frauduleuse du président sortant Mahmoud Ahmadinejad, la fameuse révolution verte. Je n'y étais pas, faute de visa, dans l'épisode le plus récent, mais j'observe simplement qu'à ce stade, le régime de la République islamique est toujours debout. Non, mais car son appareil répressif est d'une efficacité redoutable. Mais la population ose descendre dans la rue. La population ose contester, à ce propos, manifester. Il y a un sociologue... Mais est-ce que comparaison n'est pas raison ? Non, si, moi je trouve d'ailleurs pas fortuit que l'Iran, les parias parlent aux parias, soit l'un des alliés les plus proactifs de Moscou aujourd'hui. Donc, mais là, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de passivité. Il y a aussi, pas la même histoire. Il y a aussi des Iraniens qui vous expliquent, et j'en ai rencontré des dizaines, que deux révolutions, c'est une de trop par génération. Ils font référence évidemment à la révolution de 1979. Et beaucoup d'entre eux, moi je me souviens de ces jeunes étudiants dont je vous parlais, que j'avais rencontrés en 99, ils sont se réfugiés dans l'exil, dans le business, dans la méditation transcendantale et dans le yoga. Donc vous avez aussi toute une partie de la société contestataire iranienne qui a considéré que ça n'en valait pas la peine. Bon. Alors, sur la Russie, il y a un pilier de l'Institut Levada, justement, qui s'appelle Lev Gudkov, qui explique que lui-même anticipait une érosion
du soutien à Poutine et qu'il a, d'une certaine manière, pour répondre à votre question tout à l'heure, été surpris. Bon, pourtant, il connaît ça de l'intérieur. Il estime que le socle le plus solide de soutien à Poutine, ce sont les plus de 50 ans, ce sont les plus pauvres, les moins instruits, ceux qui rejettent les médias alternatifs, et il y en a peu comme on le sait, et ceux qui sont très dépendants envers l'État. Et surtout, il a une phrase terrible dans un entretien à France Culture, il dit, au fond, pour résumer, je dirais ceci, je ne sais rien, je ne veux rien savoir, et je ne veux surtout pas que tu me dises ce que je n'ai aucune envie d'entendre. Donc il y a une perpétuation du déni. Il a pensé, lui, comme on a pu le penser ici, que par exemple la mobilisation générale partielle, bon, c'est un clin d'œil évidemment, la mobilisation officiellement partielle, faisant entrer la guerre dans chaque foyer, allait fragiliser ce socle. Et il constate, avec une culture de la société russe infiniment supérieure à la mienne, que ça n'est pas le cas. Un tout dernier point sur la thèse de Sergueï Medvedev. Moi, je salue le brio formel de cette démonstration, mais elle m'inspire une certaine gêne. Et je rejoins là Vera Grantseva. C'est-à-dire que, au fond, il convoque Michel Foucault, Umberto Eco, il parle de fascisme, de nazisme. Alors, l'analogie historique, elle est claire, mais elle peut aussi aveugler, parce que ça conduit à une forme de fatalisme. Oui. Le fatalisme, Ça, c'est ce qu'il dit sur le régime. résignation. Mais là, ce qui nous intéressait, c'était ce qu'il disait sur la société civile russe. Ce qu'il dit sur la société, c'est ça. Ça conduit effectivement à une forme de résignation. Il y aurait un déterminisme, au fond. Il manque plus que George Orwell, La ferme des animaux. C'est-à-dire que le peuple russe serait pour l'éternité lobotomisé, incapable de cultiver des fermes. Non, mais là où vous dissidence. êtes un peu dur avec lui, c'est que lui, il dit, je m'attendais avec la mobilisation à ce que les Russes bougent, contestent, protestent. Ça n'a pas été le cas. C'est bien ce que je rappelle, oui. Quoi qu'il arrive, les Russes vont se coucher et accepter. Il dit pas ça quand même, pour lui rendre justice. Oui, mais je trouve que sa thèse, si on l'accepte, elle a quelque chose d'écrasant. Et elle conduit à une forme de résignation collective où l'on considérerait que par nature, ce qui va à l'encontre de mes idéaux universalistes, que par nature, les Russes seraient en quelque sorte immunisés contre tout risque de révolte. C'est désespérant. L'outil répressif est très puissant et très réactif. Mais en Iran aussi, Pierre. J'ai eu un témoignage venant de Moscou après l'attentat, enfin après la frappe sur l'immeuble de Dniepro à la fin de l'année dernière. Une cinquantaine de civils tués. Vous savez, vous l'avez montré, il y avait une statue, je crois, qui était à Moscou, qui symbolisait Dniepro, et donc des opposants sont venus déposer des fleurs. Ce témoignage que j'ai eu de Moscou m'a dit, cette personne, voilà, donc je peux pas donner la qualité, s'est posté à côté de la statue. Il me dit, même une jeune fille de 17 ans avec une fleur arrivant pour la déposer, 3 voitures de flics. Instantanément. 3 voitures de flics, la fille chopée et embarquée. Donc il y a un appareil répressif qui est très fort. Alors c'est vrai, il y a des problèmes de déterminisme, etc. C'est très compliqué d'attribuer au peuple les Turcs sont forts, les Polonais sont sous, et nous je sais pas quoi. Les Français sont râleurs. Les Français, alors il y a un Français, ça vaut ce que ça vaut, le marquis de Custine, en 1830, qui part en Russie. Alors, bon, c'était pas... À l'époque, il ne pouvait pas aller dans toute la profondeur russe. Il en revient avec un livre qui vaut ce qu'il vaut, mais qui dit une chose intéressante, que j'ai citée dans mon livre. Il dit, c'est un peuple que je trouve... Il parle de la population, donc il y a encore le servage, il y a encore les moudjiks, il y a encore tout ce système-là. Il dit, c'est un peuple que encore une fois, il voit ça avec les lunettes de son époque, que je trouve extrêmement passif, très soumis à l'autorité, et saisi périodiquement de brusques mouvements de révolte et de violence. C'est ce qui se passe en 17 dans les tranchées russes, où tout ce peuple de moudjiks en armes a subi la guerre, et tout d'un coup il se révolte, et il tue ses officiers à coups de botte. Oui. Jean-Claude, est-ce que vous... Oui, allez-y. Désespérez du peuple russe? Non, pour 2 raisons, et je vais vous dire ce que les observations que m'appelle ce sondage. Tout d'abord, sur le fond, sur le sondage lui-même, il y a les chiffres. Moi, j'ai été sondeur dans une autre vie, quand j'étais jeune étudiant, pour un institut de sondage qui existe encore. Vous alliez toquer aux portes. Et j'allais toquer. Bonjour, c'est pour un sondage. C'était aussi par téléphone. Je vais vous dire la réaction des gens, y compris dans un pays occidental. C'est la peur, tout d'abord, de se dire mon opinion va être figée, je vais être jugé, et même lorsque vous leur donnez un maximum de garanties, nos interlocuteurs restaient prudents. A fortiori dans un pays où vous ne savez pas ce qui peut être fait, où les fichiers peuvent être torpillés. Donc j'imagine, ou en tout état de cause, je pense que la crainte, elle est multipliée par 1000, c'est le premier élément. Pardon, juste une remarque là-dessus.
malgré tout, si vous suivez Levada, il y a eu des périodes, on en voit l'esquisse là, avant février 2022, avant le déclenchement de cette invasion, où la popularité de Poutine était très basse. Et pourtant, on avait déjà affaire à un régime, certes pas aussi féroce qu'aujourd'hui, mais enfin, où les libertés étaient déjà bien bridées. J'y venais. Après, on a dit il peut y avoir de la peur. Mais peur, pourquoi ? Parce que depuis un an, Poutine a accéléré. Je partage ce que vient de dire Sylvie Kaufmann sur le discours de la semaine dernière, où il aménage, où il entreprend. Absolument, c'est pas simplement une bataille contre l'Ukraine, c'est une bataille contre le monde occidental, contre l'OTAN, c'est une bataille contre son propre système, parce qu'il a quand même beaucoup attaqué Gorbatchev de manière plus ou moins directe, en disant depuis 30 ans, on est dans le déclin, et dans le même temps, il dit regardez la décadence occidentale. Donc c'est là qu'il il pose le débat. Et quand on dit dans ce sondage, ils disent mais est-ce qu'il va dans le bon sens ? Comment voulez-vous que quelqu'un à qui vous dites vous savez, les autres, c'est le déclin. Regardez ce qui se passe chez eux. Et vous leur dites, nous vous proposons d'arrêter ou en tout cas d'éviter le déclin. Les gens disent plus ou moins oui. Le dernier élément, et je voudrais être... Encore une fois, pardonnez-moi, mais en Iran... S'il y avait ce type de sondage, on n'aurait sans doute pas les mêmes résultats. Oui, mais vous savez... Pourtant, là aussi, il y a un discours de paranoïa. Oui, mais l'Iran a quand même je ne dirais pas une tradition, mais il y a eu un échange avec une histoire bimillénaire. Une histoire plus forte avec les Occidentaux, malgré tout. Avant l'arrivée de la Khomeini, il y avait malgré tout une relation avec l'Occident on n'est pas du tout dans la même histoire. Donc c'est vrai qu'il y avait eu une police politique avec la SAVAK, puis avec la police religieuse en Iran. Maintenant, on est sur un pays plus petit. Et puis les Iraniens savent qu'il y a une communauté iranienne internationale qui est extrêmement active. On l'a rappelé tout à l'heure. Enfin, je connais bien les Iraniens des États-Unis. Ils sont beaucoup en Californie, ils sont beaucoup en Angleterre. Ils sont actifs, ils ont des moyens et donc des moyens d'influence. Donc je pense que ça y fait. Bon, il y a une autre actualité du jour. Oui, Sylvie, vous voulez rajouter quelque chose rapidement. C'est une question très importante parce que est-ce que c'est pour l'après-guerre, si je puis dire, est-ce que c'était la guerre de Poutine ou est-ce que c'était la guerre des Russes ? Et ça, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais je comprends aussi le souci de Vera et de beaucoup de Russes qui sont à l'étranger, qui sont exilés, et probablement aussi de Russes qui sont restés en Russie mais qui ne peuvent pas le dire. C'est que après, comment est-ce qu'on va juger cette Russie qui a fait la guerre, voilà. Et est-ce que c'est, une fois de plus, est-ce que c'est juste son leader ou est-ce que c'est le peuple européen ? Et attention au mot complicité. Voilà, je voulais juste être attentif à cela parce que la complicité, je suis allé regarder dans le code pénal. On parlait de passivité. Oui, on a parlé de passivité, mais à un moment donné, dans les commentaires, il a été question de complicité parce que dans l'opinion publique, on va vouloir dire, finalement, le peuple russe était complice. Vous savez, moi, c'est le discours des Ukrainiens. Oui, les Ukrainiens, c'est pour ça qu'ils veulent pas de Russes au JO. C'est pour ça qu'ils veulent pas d'artistes russes sur les scènes occidentales. Parce qu'ils estiment que les Russes sont complices de cette guerre. Mais c'est leur discours. Moi, comme avocat, je dis attention, la complicité, c'est quelque chose de très précis. C'est fournir de l'aide, c'est assister positivement ou éventuellement instruire. Donc attention à ce qu'on ne finalement qu'on ne fasse pas avec le peuple russe ce qu'on reproche à d'autres en disant c'est pas tout le peuple qui est responsable. Il faut trouver une certaine mesure tout en comprenant. Moi, je peux comprendre que quand ça ne passe pas bien avec le voisin, qu'on soit caressant. Souvenez-vous, la relation franco-allemande après la guerre n'a pas toujours été entre les Français et les Allemands n'a pas toujours été au beau fixe.